Découvrez un résumé de l'actualité macroéconomique de la semaine et les principaux éléments à suivre sur les marchés au cours des prochains jours avec Alexandre Baradez, chef analyste chez IG. On va commencer cette semaine avec l'après-réunion et l'après-décision de la Fed, dont on se souvient donc la semaine précédente, la Banque centrale américaine qui a décidé d'augmenter une nouvelle fois ses taux, un Jérôme Powell qui a eu des déclarations que les marchés financiers ont perçues comme pouvant laisser présager d'un pivot de la Fed, à savoir d'une politique monétaire un peu moins agressive dans les mois qui arrivent face à un ralentissement de l'économie américaine, dont on rappelle qu'elle est entrée en récession technique, 2 trimestres consécutifs de repli de la croissance, une récession technique. Ce n'est pas encore une récession au sens du NBER, donc de l'Institut, pour les autorités américaines qui ont donc des critères on va dire de qualification d'une récession économique qui n'est pas celle seulement d'une récession technique. Donc il n'y a pas de récession officielle aux États-Unis au moment où on se parle, mais on voit que Jérôme Powell a eu un discours un peu plus souple et donc qui a pu faire penser au marché que ça y est, la Fed avait atteint son pic d'agressivité en termes de communication et qu'ensuite les réunions qui suivraient seraient un peu plus souples que les précédentes, donc moins agressives en termes de durcissement monétaire. Donc pourquoi on dit que cette semaine, ça c'était donc la semaine précédente, là la semaine qui vient de s'écouler, on a eu plusieurs déclarations d'autres membres de la Fed, donc pas Jérôme Powell, mais d'autres membres du FOMC. Et parmi les déclarations qui ont été assez surprenantes, on note celle notamment de colombes de la Fed. Des colombes sont donc des membres de la Fed qui ont une position habituellement plutôt accommodante, qui sont relativement contre les politiques trop restrictives, des taux trop élevés, etc. Et donc, qu'est-ce qui a été surprenant cette semaine, c'est qu'un des membres de la Fed, qui s'appelle Kashkari, a expliqué qu'il pense que les marchés ont mal interprété les propos de Jérôme Powell, dans le sens que les marchés se sont trop détendus, en gros, post-Jérôme Powell, considérant que son message effectivement a été acquis, que ça y est, le pic d'inflation était là, et puis que désormais, on allait être sur une pente un peu plus douce en termes de politique monétaire. Eh bien, Kashkari dit: je suis surpris de la réaction des marchés, et en gros, il est possible que les marchés aient mal interprété le message de Jérôme Powell. Et il sous-entend notamment qu'il est assez... Enfin, pas qu'il sous-entend, il a expliqué qu'il pense assez peu probable que la Fed ait besoin d'ajuster ses taux l'année prochaine, ce qui signifie que la Fed va continuer à faire progresser ses taux et qu'ensuite, pendant plusieurs mois, plusieurs trimestres, ils resteront là où la Fed les a mis en place. Si elle les monte, c'est pas pour les rebaisser quelques mois après. Or, pourquoi il dit ça, Kashkari, et d'autres membres de la Fed également, comme Dali par exemple, pourquoi il dit ça? Parce que il voit que les projections d'une partie du marché, c'est de considérer que les taux vont beaucoup grimper cette année, que dès l'année prochaine, à partir du premier semestre, courant du premier semestre, eh bien, les taux de la Fed devraient commencer à repartir à la baisse. Or, ce que nous disent ces membres de la Fed, dont certains, je rappelle, sont de vrais colombes, des membres très accommodants habituellement, eh bien, eux disent non. Il serait assez improbable d'avoir une banque centrale américaine donc, qui baisse ses taux l'année prochaine, et donc, qui plus est, au premier semestre. Donc ça, c'est un élément important, comme si certains essayaient peut-être de corriger un petit peu une perception de marché un peu fausse, qui a donc fait rebondir le marché action très fort, et surtout qui a tassé fortement les taux. On rappelle que le taux de 10 ans américain, il y a quelques semaines encore, évoluait aux alentours de 3,5%, au moment où on se parle. C'est un taux qui évolue aux alentours de 2,6. Il a perdu quasiment de 5, 2,6, presque 100 points de base en l'espace de quelques semaines. Et donc, c'est effectivement suite en partie aux déclarations de Jérôme Powell, et puis aussi parce qu'il y a un ralentissement économique, donc le marché price un petit peu les deux éléments, mais une partie quand même arrive sur l'aspect monétaire. Or, c'est peut-être de ce côté-là que les marchés ont été un petit peu trop confiants sur le fait qu'on ait réellement passé ce pic agressivité de la part de la Fed. Donc ça, c'est des éléments à surveiller, et on indiquera tout à l'heure que la semaine prochaine, il y a des rendez-vous importants, notamment sur le front de l'inflation aux États-Unis. Donc voilà, la semaine prochaine, même si on est en plein été, eh bien, il y a quand même des chiffres à suivre du côté des États-Unis. Ça, c'était donc pour ce bilan post-Fed. Donc un peu de méfiance de certains membres de la Fed, en tout cas qui ne comprennent pas pourquoi le marché a réagi de manière aussi forte finalement, post-Powell. On a ensuite eu une intervention de la Banque d'Angleterre qui était très marquée cette semaine, donc une hausse de taux. Bon, ça, c'est pas l'événement le plus étonnant. La Banque d'Angleterre relève ses taux une nouvelle fois, ce qui est assez logique vu le niveau d'inflation, mais elle a un petit peu tiré la sonnette d'alarme, la Banque d'Angleterre, sur le niveau de l'inflation potentiellement atteignable dans les mois à venir, en parlant d'une zone potentiellement de 13% d'inflation, ce qui ne correspond pas aux chiffres actuels, ce qui signifie donc que l'inflation va encore monter au Royaume-Uni. C'est en tout cas ce que planifie la Banque d'Angleterre.
Et donc, un message très agressif et donc, du coup, là, qui, pour le coup, ne s'inscrit absolument pas dans la lignée des propos de Jérôme Powell. Pas de pivot du tout anticipé de la part de la Banque d'Angleterre. Donc, voilà, on a aussi quelque chose qui est un petit peu... Alors, c'est l'Angleterre, ce ne sont pas les États-Unis, hein, deux zones économiques quand même différentes. Mais voilà, des messages qui contrastent en tout cas assez fortement au niveau des décisions de politique monétaire. On a ensuite cette semaine les questions d'ordre géopolitique avec la visite de Nancy Pelosi à Taïwan, beaucoup de déclarations de la Chine notamment, de la Russie aussi, des États-Unis évidemment. Donc voilà, ça a fait... Les marchés ont été vigilants, mais n'ont pas paniqué plus que ça. Il y a peu, à part le jour où Nancy Pelosi a atterri, voilà, il y avait un peu de suspense par rapport à ça, parce que des choses allaient se passer d'un point de vue de déclarations fortes de la part de la Chine. Il y a eu des déclarations, mais rien en tout cas, qui a stressé le marché. Alors, ceci n'est pas encore terminé. On voit que la Chine continue de condamner ceci, etc. Bon, disons que c'est un élément géopolitique qui est venu s'ajouter à la question de la géopolitique autour de l'Ukraine. Sur la question de Taïwan, pour l'instant, le marché considère qu'il n'y a pas encore de choses suffisamment dangereuses ou graves pour s'inquiéter plus que cela. C'est pour ça que la volatilité est retombée sur des niveaux d'ailleurs assez bas, pas seulement liés à la géopolitique, hein, aussi par rapport aux résultats d'entreprise, etc. Mais la volatilité est nettement retombée. Hein. Le VIX, donc, qui mesure la volatilité sur les marchés américains, est retombé aux alentours de 21. Donc c'est une volatilité qui est au plus bas depuis plusieurs mois, signe que le marché est relativement confiant en ce moment. Mais on rappelle que cette confiance, elle est quand même arrivée de deux choses. D'abord ces propos de Jérôme Powell, et puis aussi d'une saison de résultats qui finalement a été moins mauvaise que ce qu'on pouvait attendre, notamment certains groupes qui étaient un peu dans le viseur des marchés, notamment en termes de guidance, en termes de projection pour les mois à venir, plusieurs grands groupes, notamment dans le secteur de la tech par exemple, ou soit Microsoft ou Amazon aussi, ont eu des guidance assez optimiste finalement pour les mois à venir. Et donc ça permet de rassurer un peu le marché. Il y a eu des publications, voilà, encore une fois, c'est pas une saison extraordinaire, mais qui était moins mauvaise que ce qui pouvait être attendu, qui montre quand même un ralentissement par rapport aux saisons précédentes. Donc ce n'est pas non plus une accélération des résultats, c'est plutôt un ralentissement des résultats, mais qui s'est passé de manière moins forte que ce qui pouvait être craint par une partie du consensus. Et donc ça a donné voilà, un bilan qui est relativement positif, toujours pour les marchés. Il y a aussi un élément qui a rassuré les marchés sur la vigueur de l'économie américaine, parce qu'on rappelle qu'il y a eu récession technique au premier semestre. Mais on a eu des chiffres de publication cette semaine, notamment sur la partie services aux États-Unis, ISM Services, qui est donc une mesure de l'activité des services aux États-Unis, une des grosses mesures de l'activité dans les services. Excusez-moi. Et donc, où on mesure plusieurs choses, hein, le niveau de prix, les prix payés, les embauches, les nouvelles commandes, etc. Et donc, l'ISM Service, on pouvait le craindre, c'est ce qu'on disait la semaine dernière, on pouvait un peu le craindre parce qu'on avait auparavant les PMI Services, qui étaient publiés quelques jours auparavant, qui, eux, étaient en zone de contraction. Donc, les PMI, c'est les entreprises de taille plutôt moyenne ou petite. L'ISM, c'est les très grosses entreprises. Mais il y a un vrai contraste donc, entre le PMI Service et ISM Service. Pourquoi on peut aussi le craindre, cet ISM Service? Parce que l'ISM manufacturier, publié quelques jours auparavant, montrait un ralentissement des nouvelles commandes et puis une dégradation de l'indice ISM, alors que là, pour la partie service, c'est un indice qui est ressorti à 56,7, donc mieux que le consensus, mieux que le chiffre précédent également. Le consensus était autour de 53, on a 56 pour le chiffre. Et puis surtout de la composante, donc à l'intérieur de l'ISM service, il y a différentes composantes, et bien quand on regarde la composante nouvelle commande, elle est en progression et elle accélère par rapport au mois précédent. Et ça, effectivement, ça donne quand même un paysage actuel en tout cas, ça ne présage pas forcément de l'avenir à 6 mois, mais un paysage actuel et puis sur la partie nouvelle commande, donc pour les semaines à venir, qui reste encore assez solide, qui en tout cas ne donne pas lieu à s'inquiéter outre mesure, et donc ça aussi ça a plu au marché. Donc c'est ce mix entre la micro d'un côté, la macro, une partie de la macro américaine qui est rassurée, qui fait que les marchés se portent comme ils se portent actuellement. Petit point d'interrogation quand même toujours, hein, je reparle un peu de ces questions d'inflation parce que ce sera le thème de la semaine prochaine notamment aux États-Unis. Est-ce que les marchés n'ont pas trop vite interprété les propos de Jérôme Powell? Probablement que les prix vont commencer à se tasser dans les mois à venir parce qu'on voit que les matières premières refluent. Le pétrole qui est brièvement passé sous les $90, il y a les matières premières également agricoles, la partie métaux également industriels qui s'est repliée. Donc ça a contribué. On voit que le prix du transport mondial se replie également. Donc la question de est-ce que l'inflation va commencer à plafonner, normalement, effectivement, on devrait commencer à le voir dans les prochaines publications d'inflation. Mais après, est-ce que le marché est un peu vite en besogne, considérant que ça y est, le pic inflation était totalement réalisé, que ça allait
baisser très vite ensuite, que la Fed du coup allait très rapidement commencer à adopter une politique beaucoup plus souple, toujours en normalisant sa politique, mais de manière moins agressive. Voilà, on peut quand même se poser un petit peu de questions là-dessus, et puis surtout quelle réalité pour l'économie dans les semaines à venir. Donc aujourd'hui, il faut bien se rendre compte que ce que les marchés vont surveiller le plus dans les jours et les semaines à venir, c'est la macroéconomie. Pourquoi? Parce qu'on sort de la saison de résultats, donc il faut attendre 3 mois pour la prochaine saison. Ensuite, parce que les banques centrales ont délivré le message qu'elles avaient délivré et on n'aura plus ensuite de décision de la part de la BCE ou de la Fed avant le mois de septembre, donc un long corridor comme ça jusqu'en septembre. Et donc les seuls éléments que les marchés auront à se mettre sous la dent durant cette période-là de plusieurs semaines, eh bien, ça va être la macro. Et donc la macro va être importante pourquoi? Pour voir si effectivement il y a toujours cette résilience de l'économie qu'on a pu percevoir dans certains indicateurs comme l'ISM par exemple, et aussi voir la trajectoire des prix, la trajectoire de l'inflation, voilà, pour savoir si effectivement le marché a bien jugé de la dynamique à venir de la part des banques centrales, notamment de la Fed, ou est-ce qu'il a été peut-être un petit peu trop rapide en besogne? Ça va être le gros thème des semaines à venir pour les marchés. Et justement, on parle un petit peu de Chine à nouveau, parce que du côté de la Chine, toujours pas mal d'interrogations sur la dynamique. Sur l'immobilier, il y a toujours des signaux de faiblesse qui persistent. Il faudra le surveiller. Voilà, on n'a pas forcément l'impression que la Chine a vraiment touché la partie la plus forte de son ralentissement, induit notamment par les questions de confinement ou autres. Voilà, c'est ça qu'on s'attache à surveiller de la part de la Chine, qui est un peu la zone dans cette ensemble de données économiques. C'est une zone sur laquelle on a un peu de mal à lire pour l'instant les stats. On sait qu'il y a un ralentissement qui s'est opéré. On sait qu'il y a des mesures qui sont prises pour éviter que ça ralentisse trop fortement. Mais après, on sait aussi qu'il y a un marché immobilier qui est particulièrement fragile. Et donc, voilà, ça reste un élément à surveiller. Et on en parlera dans quelques secondes. Mais il y aura des statistiques à suivre ce week-end sur la Chine. La Chine, d'ailleurs, qui a rappelé que ses objectifs de croissance qu'elle détermine de manière régulière, ce n'est pas une projection, que c'est plutôt, que ce n'est pas une cible, que ce n'est pas une cible concrète et qu'il faut atteindre impérativement, que c'est un objectif et que c'est surtout une forme de guidance en fait, c'est-à-dire c'est ce que la Chine aimerait atteindre comme croissance, mais la Chine a un petit peu modulé sa façon de présenter ses objectifs de croissance. Habituellement c'était un peu gravé dans le marbre, il fallait atteindre les 5, 6, 7% de croissance, etc. Là la Chine module un peu son discours, signe que peut-être elle sait qu'il aura plus de mal dans ce contexte-là à atteindre les objectifs qui étaient fixés en début d'année. Donc ça, voilà ce qu'on peut retenir de cette semaine de publication, de géopolitique et de macro. Qu'est-ce qui nous attend la semaine prochaine ? Eh bien, je vous disais, dès ce week-end, ça va commencer un dimanche, en fait, pour la fin de semaine, donc. Dimanche, la balance commerciale chinoise. Ça, c'est un élément important, justement, pour voir la vigueur des exportations, pour tout ce qui est dynamique de croissance mondiale, mais aussi des importations, pour voir l'appétit de consommation des Chinois. Et donc, dans ce contexte, un peu chahuté sur l'immobilier, même très chahuté sur l'immobilier, commence l'impact, finalement, le moral des Chinois. Donc, et donc, comment ça se traduit en termes d'importation, d'envie de consommer. Donc, voilà, les deux éléments, à la fois exportation et importation, seront importants à surveiller. Lundi, nous aurons la confiance des investisseurs en zone euro, c'est pas une très grosse statistique, mais on la regardera quand même. Mardi, on aura des stats sur l'immobilier. C'est une semaine assez légère en statistique, mais on va quand même surveiller ça. Il y aura l'indice le NFIB, qui est l'indice de confiance des petites entreprises américaines. Et puis, il y aura ensuite la partie IBD-TIPP, donc c'est une grosse stat qui permet de mesurer l'optimisme économique aux États-Unis. Mercredi, c'est sûrement le rendez-vous le plus important, même à coup sûr le rendez-vous le plus important de la semaine prochaine, à savoir les chiffres d'inflation aux États-Unis, le CPI, donc indice des prix à la consommation, évidemment à surveiller sur la partie mensuelle, mais surtout en annuel, voir la dynamique en rythme annuel de l'inflation aux États-Unis, voir si ça y est, on commence à plafonner un petit peu et si le marché a eu raison, donc du coup de planifier une inflation qui va ensuite commencer à baisser et puis de s'appuyer comme ça sur les propos de Jérôme Powell. On verra si ça reste dans l'esprit de cette semaine lorsque les chiffres d'inflation la semaine prochaine auront été publiés. On aura jeudi les prix à la production aux États-Unis, donc là aussi permet de mesurer la pression inflationniste sur la partie production. Mercredi, je vais vous dire qu'on aura également les chiffres d'inflation en Chine. Ça peut être intéressant à surveiller pour la dynamique économique également. Justement, des chiffres d'inflation plus faibles, il n'est pas dit que ce soit un bon signe pour la Chine, par exemple. La Chine souffre quand même de moins d'inflation qu'ailleurs, en tout cas pas aussi fortement que dans certaines zones et certains pays occidentaux. Donc là, il faut surveiller ça parce que la crainte n'est peut-être pas forcément dans une inflation trop forte en Chine, mais peut-être plutôt une inflation qui ralentirait fortement, signe que la croissance, vous voyez, ralentirait. Donc c'est toujours pareil, le marché choisit ce qui l'intéresse à l'instant T. Si à un moment donné, il estime qu'effectivement les problématiques actuelles, c'est plutôt les problématiques de ralentissement économique mondial, risque de récession partout, eh bien, des chiffres macro moins bons qu'attendus, ça peut les inquiéter, donc ils vont pricer ça. Et
dans certains cas, des chiffres d'inflation plus faibles, comme c'est le cas par exemple aux États-Unis, si on a ça la semaine prochaine, ce sera un signe qu'effectivement, ça y est, on commence peut-être à tenir le bon bout de la lorgnette et que les chiffres suivants montreront un ralentissement et que ça y est, on commence à toucher le pic inflation. Donc ça pourrait être perçu par les marchés de manière un peu plus positive. Vous voyez, donc c'est encore une fois des chiffres d'inflation haussier ou baissier, selon un petit peu la psychologie du marché à ce moment-là et ce qui a été dit par les banquiers centraux auparavant, eh bien, vous pouvez avoir des réactions assez différentes d'un pays à un autre, ou même d'une réaction qu'on aurait habituellement sur les chiffres d'inflation, s'il n'y a pas cet enjeu, en fait, lié au durcissement monétaire qui arrive juste en face. On finira la semaine, vendredi, avec la confiance des consommateurs mesurée par l'Université du Michigan. Ce sera la première publication, donc évidemment la plus importante qu'on va surveiller. Et puis, on aura également des chiffres de production industrielle en zone euro. Encore merci de nous avoir écoutés. Bon trade et bon week-end avec IG.